Très bien. Ça a l'air de fonctionner. Et je vais démarrer doucement l'introduction de ce webinaire sur le statut juridique des freelances B2B à La Réunion, pour ne pas perdre trop de temps, puisque c'est un sujet qui pourrait nous occuper plusieurs heures, voire plusieurs demi-journées, mais mon objectif est de vous apporter une synthèse, un point de vue qui je l'assume, sera pas forcément très objectif, puisque c'est une synthèse, donc forcément, je me situe par rapport à l'expérience que j'ai, donc je me présente. Morgane Palmieri, je suis dirigeante de Réunion Portage, que j'ai fondée il y a un peu plus de 9 ans, qui est une entreprise de portage salarial. J'ai aussi monté un organisme de formation qui propose un catalogue qui s'appelle Devenir consultant. L'organisme s'appelle Envergure. Donc j'ai à cœur depuis toutes ces années d'accompagner les personnes qui veulent devenir ou qui sont devenues freelance pour toute la partie compliquée, ou en tout cas souvent jugée pénible, de la paperasse, de la gestion juridique, contractuelle, administrative, sociale, fiscale. Et ça m'a permis de pouvoir comparer le statut du portage salarial que Réunion Portage propose avec d'autres statuts. Et souvent, je vois que les choix ne sont pas toujours faits sur des critères qui me paraissent moins importants. Et donc, je vous propose aujourd'hui ce moment de webinaire pour vous exposer des points d'alerte, des points remarquables que je souhaite vous faire connaître en tant que potentiel ou déjà freelance B2B à La Réunion sur le sujet du statut juridique. Donc, au programme, donc le programme est un petit peu dense, mais normalement je suis calibrée pour. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit par le chat, soit en levant la main, pour que je vous donne la parole sur aux différents moments. Si je vois que c'est trop court et que je ne peux pas rentrer dans le détail ou développer un des sujets que vous souhaiteriez approfondir, je reprendrai contact avec vous ultérieurement, mais n'hésitez pas à poser les questions. Donc tout le monde a l'air de bien m'entendre. J'ai l'œil sur le chat, j'ai l'œil sur vos vidéos ou sur vos icônes. Donc n'hésitez pas à intervenir et à interagir. Je gérerai le temps. Le programme de 7 heures que nous allons passer ensemble, d'abord je vais vous demander une petite présentation, ça va nous permettre de tester le chat pour tout le monde si vous le souhaitez, à savoir de me dire aujourd'hui si vous êtes déjà en freelance, si vous avez déjà un statut juridique, lequel est-ce? Quelles questions, si vous avez au moins une question ou une difficulté que vous rencontrez avec ce statut, ou si vous n'êtes pas encore immatriculé, ou si vous n'exercez pas encore, et que vous avez une question particulière à laquelle vous espérez que je réponde aujourd'hui, de le mettre aussi dans le chat. Donc, quel est votre statut actuel, si vous en avez un? Quelle est l'activité que vous exercez ou que vous envisagez d'exercer? Et quelle est une question ou une difficulté que vous rencontrez, à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui? Si vous voulez bien me donner un ou plusieurs de ces 3 éléments dans le chat, de manière à ce que je puisse voir déjà s'il y a des choses à cibler et à approfondir aujourd'hui dans mon déroulé, s'il y a des points qui paraissent être plus pertinents, et puis pour qu'on fasse un petit peu connaissance sans perdre trop de temps. Donc je vous laisse à vos claviers ou à vos micros, si vous le préférez. Bon, je n'ai pas de succès. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui, donc moi, je suis juste en couveuse actuellement et donc je suis en train de préparer ma sortie pour l'année prochaine. Donc, je prends toutes les informations autour de moi, de tout ce qui existe et voir qui sera le mieux pour moi. C'est très bien, c'est parfait parce qu'en plus, je parle du contrat d'appui au projet d'entreprise, mais avec des informations qui n'étaient pas extrêmement actualisées. Donc, votre présence nous sera fort utile. Peut-être que vous pourrez apporter votre témoignage. Vous êtes dans quel secteur d'activité? J'ai 2 volets, un sur la formation pour adultes et l'autre sur l'artisanat. D'accord, ok. Très bien, merci beaucoup. Merci Maud, activité de RH et pas encore de statut.
Hésitation entre auto-entrepreneur et portage salarial. Ok, merci. Quelqu'un d'autre souhaite partager? Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui. Bonjour, c'est Vincent. Donc moi, je ne suis pas encore en poste, on va dire. Donc mon sujet, ce serait plus l'accompagnement en QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Ok. Donc ma question, ce serait de savoir justement quel serait le meilleur statut pour moi, en tout cas pour débuter dans un premier temps. Mhm. Sachant que pour le moment, oui, je n'ai jamais été à mon compte. Voilà. Donc débutant pour l'entrepreneuriat, mais pas Tout à fait. dans votre domaine. Mais pas dans mon domaine, voilà. C'est ça. Très bien. Merci Merci. beaucoup, Vincent. Bonjour, Bonjour. je peux prendre la parole. Oui, je suis Nathalie, Nathalie Picard. En fait, alors moi j'ai une petite activité pour l'instant dans le domaine du développement durable où je fais des interventions de prévention, en fait, enfin, des interventions sur la réduction des déchets et aussi des ateliers zéro déchet et une petite activité aussi de création de produits zéro déchet. Et pour l'instant, j'ai créé une association. Donc je me questionne sur la meilleure forme possible. Est-ce que l'association convient? Est-ce qu'il vaut mieux que je me mette à mon compte? Ou je ne sais pas. D'accord. Je suis en recherche. Ok. Merci. Merci. On a peut-être fait le tour. Qui est Z? Je ne sais pas si Zerbib souhaite s'exprimer ou sinon on a fait, je pense, le tour de tout le monde. Lex également. Sinon je continue? Oui. Ah, j'entends quelqu'un. Je pense que oui. Oui, peut-être que vous pouvez continuer. Ok. Allez. Donc le programme maintenant, c'est de d'abord le statut juridique, un petit peu repartir sur une définition. Qu'est-ce que c'est? Quels sont-ils? Quel est le choix entre les multiples statuts juridiques? Et puis après, passer un petit peu plus de temps sur quels sont les critères de choix, puisque souvent là, dans ce que j'ai entendu, vous dites quel est le meilleur statut. Bon un peu plus tard, vous verrez, je fais la blague, je dis le meilleur statut, c'est le portage salarial, bien sûr, mais merci Zerbib pour le chat. Mais bien sûr, en fait, il n'y a pas de meilleur statut universel. Ça va vraiment dépendre chacun d'entre vous, et donc c'est important de voir les différents critères qui sont qui doivent orienter vos choix, et chacun d'entre vous aura ses critères de priorité. Voilà. Et donc on va s'atteler à ça pendant l'heure qui vient de démarrer. Donc n'hésitez pas, encore une fois, questions-réponses par le chat et je vous donnerai la parole au fur et à mesure. Ça c'est bon. Il y a quelqu'un qui a Monsieur Ziaja, vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour. Ouais. Vous souhaitez nous dire Bonjour. quelle est votre activité, quel est votre statut actuel et quels sont si vous avez une question en particulier pour aujourd'hui? Ouais, je suis en CDD et je rentrerai dans le détail plus après, à un autre moment avec vous quand je vous aurai au téléphone. Je veux juste suivre le webinaire, quoi. Ok, très bien. Alors d'abord, je vous propose qu'on reprenne quelques instants sur qu'est-ce qu'un statut juridique, et quels sont-ils. Donc sur cette diapo, vous me dites si je vous enverrai ce support si ça vous intéresse derrière, parce qu'il y a certaines choses peut-être qui seront moins lisibles à l'écran, mais que vous pourrez retrouver après sur le PowerPoint. Donc tout d'abord, un statut juridique, c'est quoi? C'est tout simplement le cadre légal dans lequel vous décidez de placer une activité professionnelle, puisque en France, et quand même dans la plupart des pays occidentaux et des états de droit,
il faut exercer une activité professionnelle dans un cadre légal. C'est ni plus ni moins que ça, de se dire dans quel statut on va choisir de placer une activité professionnelle. On peut exercer des activités non professionnelles, mais là, nous, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, donc je vous ai proposé une petite liste avec un regroupement que j'aime bien sur la liste des statuts. Donc tout d'abord, on a le choix de savoir est-ce qu'on va exercer cette activité seul. Alors quand j'entends seul, je n'exclus pas le fait que vous puissiez avoir des salariés, mais je veux parler en fait dans la création, le développement, le management de l'activité. Est-ce que vous serez seul à la barre ou est-ce que vous allez être plusieurs? Ça, c'est un premier choix. Et donc, il y a des statuts juridiques qui ne permettent que d'être seul. Tout ce qui va être entreprise individuelle, avec ou sans responsabilité limitée, donc entreprise individuelle EI ou EURL, et l'auto-entrepreneur, qui est la dénomination commune d'une entreprise individuelle qui a un régime social spécifique et un régime fiscal spécifique. Donc tout ça, c'est en fait la même chose, une entreprise individuelle avec différentes options à responsabilité limitée ou ce qu'on appelle auto-entrepreneur, c'est-à-dire micro-social et micro-fiscal. On peut aussi créer une société tout seul. Donc là, ça va être les statuts EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est en fait une SARL unipersonnelle, les deux termes sont équivalents, ou donc là on a une société de personnes, donc c'est vous, personne physique, qui êtes le seul associé d'une personne morale, et la SASU, c'est une société par action, simplifiée, et le U de unipersonnel pour préciser que vous êtes seul. L'entreprise individuelle, la différence, toutes les formes d'entreprise individuelle, qu'elles soient responsabilité limitée ou auto-entrepreneur, il y a une fusion entre la personne morale et la personne physique, c'est-à-dire que vous êtes l'entreprise et l'entreprise c'est vous, il n'y a pas de distinction. Alors que quand vous créez une société, même si vous êtes le seul propriétaire de cette société, c'est quand même une société qui est une personne morale qui est distincte de vous, donc vous pouvez vous séparer de l'entreprise, la quitter, et elle va pouvoir continuer à vivre, et elle va avoir un capital qui ne sera pas votre patrimoine personnel. Vous pouvez aussi avoir une activité qui va s'exercer à plusieurs, c'est-à-dire dès lors que vous allez avoir des associés. Donc là, on a aussi deux formes les plus classiques et les plus répandues. Je ne parle pas de la société anonyme, qui nécessite d'avoir d'énormes fonds et beaucoup d'associés en général, donc c'est peu notre sujet, donc j'ai restreint aux deux formes les plus courantes de sociétés qu'on peut voir à La Réunion, c'est la SARL et la SAS, donc société ah zut, il me manque le A, à responsabilité limitée, ça m'échappe, et société par action simplifiée, donc la version à plusieurs de la SASU. Et je précise aussi, puisqu'en plus nous on a quelqu'un qui est dans le milieu associatif, que normalement tout ce qui est entreprise coopérative ou entreprise à visée sociale et solidaire, les SCOP, les SKIC, les entreprises du secteur social, ces formes-là vont ajouter des contraintes supplémentaires du fait de ce caractère coopératif ou social, mais vont quand même se rattacher sur une structure juridique qui est un de ceux que j'ai évoqués juste avant, SARL ou SAS. Et puis, ce qui est parfois moins connu, c'est qu'on peut aussi créer une activité professionnelle sans créer d'entreprise, en passant par une structure tierce qui va porter votre activité, qui va se substituer à vous pour et créer les contrats, enfin endosser la responsabilité juridique et assumer la partie juridique, sociale, fiscale, etc. On a essentiellement, dans ce qui est prévu par le Code du travail en tout cas, deux statuts. Le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui sont en général gérés par des structures de type couveuse ou coopérative d'activité. Et on a aussi le portage salarial, donc qui passe par un CDD ou CDI, avec une entreprise, bien sûr, de portage salarial. Donc je reviendrai
quand on va aborder les différents critères, je vais essayer de comparer ces différents statuts, mais ça me paraissait important de déjà refaire ce petit panorama et de rappeler qu'en fait, voilà, c'est un panel qui s'offre à vous et chaque statut va avoir des impacts que je vais voir juste avant. Mais d'abord, je voulais vous faire un petit question vrai ou faux, parce que parfois, et souvent certains d'entre vous là dans l'assistance n'ont pas encore de statut. Est-ce que d'après vous, on peut malgré tout vendre une prestation, être rémunéré pour une activité, vendre une prestation à une entreprise sans avoir de statut juridique ou de SIRET? Je vous laisse à votre chat. Vous pouvez utiliser le pouce vers le haut pour vrai et pouce vers le bas pour faux, ou écrire et pour me répondre à cette question. Faux pour Nathalie, faux pour Zerbib, faux, 3 faux, 4 faux. Ok, tout le monde s'est exprimé. Alors, c'est vrai, mais bien sûr, j'avais un petit peu truqué la question. C'est vrai parce qu'on peut être rémunéré pour une prestation sans avoir de statut juridique et donc sans avoir de SIRET, mais ça n'est pas vrai. C'est faux que si l'activité est professionnelle. Mais les impôts, donc je vous ai cité un petit extrait du bulletin officiel des finances publiques. Une activité qui est rémunératrice mais qui n'est pas exercée à titre habituel et constant et qui n'est pas exercée dans un but lucratif peut quand même être facturée. Alors, parce que dans la notion de lucratif, ça veut dire que ça génère des revenus significatifs. Donc, si vous êtes, il y a quelqu'un dans l'informatique, si vous savez développer un site web et que alors que vous n'avez pas encore d'activité d'entreprise et que vous n'avez pas démarché, mais que vous avez besoin de faire un site internet pour votre beau-frère, qui vous paye 4 000 € pour ça, vous pouvez très bien être rémunéré. Et alors, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Je pense que ça fait un petit retour. Merci. Donc, pour une activité qui est rare et occasionnelle et qui n'est pas organisée en tant qu'activité professionnelle, c'est-à-dire, alors j'ai résumé un petit peu, qui n'est pas précédée de démarches commerciales. Vous n'avez pas fait un site internet, vous n'avez pas prospecté sur les réseaux, vous n'avez pas cherché à trouver des clients et ça n'est pas une activité régulière. Alors, le lien dans le chat, oui, bien sûr, il pourra y être, et puis vous aurez ce diaporama ensuite. Donc, si vous êtes rémunéré mais que ça n'est pas significatif et que vous n'avez pas organisé votre activité comme étant une activité commerciale, eh bien à ce moment-là, vous pouvez très bien faire occasionnellement une prestation et là vous faire payer et simplement, attention, c'est pas parce que vous n'avez pas de statut que vous ne devrez pas le déclarer aux impôts. Bien sûr, il faudra les déclarer. Et là, je vous ai mis demandé notre fiche. J'ai fait une petite fiche mémo pour centraliser les endroits où, dans votre déclaration de revenus, vous devrez déclarer cette somme, qui sera donc intégrée dans votre revenu imposable. Donc, vous serez soumise à l'impôt sur le revenu au même taux que l'ensemble de vos autres revenus, et aussi les prélèvements sociaux. Je rappelle que les prélèvements sociaux, c'est 17% actuellement et que ça finance la sécurité sociale et la protection sociale, mais sans vous ouvrir de droits. Donc, ce ne sont pas des cotisations qui sont comptabilisées à votre crédit. C'est juste, ça va vous financer, mais au titre de la solidarité. Mais c'est pas impossible. Par contre, si vous avez démarché, là, même si c'est le début de votre activité, à partir du moment où vous avez démarché, vous ne pourrez pas utiliser ce dispositif. Mais c'est un dispositif qui est méconnu et parfois, on n'a pas besoin de créer une auto-entreprise juste pour faire 3 missions une année donnée. Il faut que ce soit à titre habituel et constant, c'est-à-dire sur plusieurs années et plusieurs fois par an. Dans ces cas-là, Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a un plafond financier Oui, alors il n'y a pas de plafond, je ne peux pas vous dire c'est X euros. Par contre, c'est le fait de savoir si le revenu est significatif, ça sera considéré comme une activité à but lucratif. Si le revenu n'est pas jugé significatif,
ça vous a rapporté de l'argent, mais c'est pas une exploitation qui sera considérée comme étant un but lucratif. Vous avez gagné, mais c'était pas le but. Voilà. Et par contre, j'ai entendu tellement de chiffres, 3 000, 10 000, 12 000, que moi, je n'irai pas. Il y a que le contrôleur des impôts, finalement, qui pourrait vraiment nous dire quel est le seuil. Tout est relatif aussi par rapport à vos autres revenus et surtout le caractère habituel, constant, et le fait que vous ayez engagé des démarches pour trouver des clients. Si vous faites de la prospection, on peut plus considérer que vous avez fait ça pour dépanner quelqu'un ou voilà. D'accord ? Donc je ne connais pas je peux pas vous donner de montant. C'est vraiment à l'appréciation du contrôleur fiscal. Dans ces cas-là, vous pouvez, si vous avez fait une prestation pour une entreprise, vous ne pourrez pas faire de facture, puisque vous n'avez pas de SIRET, mais vous pourrez et devrez faire une quittance avec une mention spécifique qui précise prestations réalisées à titre non professionnel et non assujetties à TVA. Mais tout ça, dans les documents des impôts, c'est précisé. Alors, je vous remets le lien. Je peux le faire directement dans le chat. Non, ça sera, je vous le ferai après. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc, je reviens en dehors de cette parenthèse sur le fait, sur les statuts auxquels vous avez possibilité d'accéder pour exercer une activité, cette fois professionnelle, puisqu'en fait, le point d'avant, c'est un peu comme si vous faisiez une activité à titre amateur, tout en étant bien expérimenté et expert dans votre domaine. Alors, les impacts, le fait de choisir entre de l'entreprise individuelle au portage salarial en passant par la SASU ou la SAS, quels impacts ça va avoir ? Le cadre juridique que vous choisissez va déterminer le régime fiscal auquel vous allez être imposé. Le régime fiscal, donc, est-ce que vous allez avoir des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés? Est-ce que vous allez être en impôt sur le revenu? Est-ce que vous allez être au prélèvement libératoire? C'est-à-dire que quel que soit votre taux individuel, vous payez un prélèvement libératoire sur vos revenus, par exemple en auto-entreprise, c'est ce qui se passe, ou c'est ce qui peut se passer, ou est-ce que les bénéfices que vous tirez de votre activité seront imposés sur le revenu selon le barème de l'ensemble de vos revenus, le barème des impôts sur le revenu des personnes physiques. Donc par exemple, là, le choix entre une entreprise individuelle ne peut pas être à l'impôt sur les sociétés. Par contre, une SARL ou une EURL, vous avez le choix. Donc le choix du statut va vous donner plus ou moins de choix sur vos régimes fiscaux. Pour prendre votre rémunération sous forme de dividendes pour qu'elle soit ces dividendes soient soumis à la flat tax, c'est-à-dire un taux forfaitaire d'impôt et les prélèvements sociaux, sans cotisation mais avec des prélèvements sociaux. Mais ça n'est possible que si vous êtes à l'IS, et vous ne pouvez être à l'IS que si vous êtes en entreprise en SARL ou en EURL. Ça va aussi déterminer si vous êtes... Alors, la contribution foncière des entreprises, c'est l'équivalent des impôts locaux pour les entreprises. Je crois qu'il n'y a pas de moyen d'y échapper, donc ça sera pour tout le monde. Mais en auto-entreprise, vous en êtes exonéré pendant la première année. Et la TVA, ça va aussi dépendre de votre statut juridique, mais aussi de votre chiffre d'affaires. Donc, vous voyez déjà... l'accent sur ce sur quoi je souhaite mettre l'accent, c'est qu'il y a une interaction entre un statut, un régime fiscal, mais c'est assez complexe, et simplement faire un choix va vous ouvrir ou vous fermer des options. Alors, sur le régime fiscal, et ça va être pareil sur le régime social, que je vais un petit peu plus détailler par la suite, mais chaque statut va déclencher un certain régime de cotisation sociale, et vous apportez une certaine couverture, et ce régime social va être géré par différents régimes, par différentes institutions, donc vous allez avoir différents interlocuteurs selon que vous êtes en entreprise individuelle, en SARL ou en portage salarial. Le régime fiscal, le régime social. Selon les statuts, vous allez aussi avoir des obligations juridiques, comptables et plus généralement des obligations de gestion qui vont varier. Et ça aussi, ça fait partie des points que je détaille un petit peu plus par la suite, donc pas pour l'instant. Et puis, le statut juridique
va aussi avoir des impacts sur la protection de votre patrimoine, notamment sur la distinction de votre patrimoine professionnel et personnel, sachant que des évolutions sont en cours actuellement, sous l'impulsion du gouvernement actuel, pour aller de plus en plus vers une distinction entre le capital professionnel et le capital personnel, quel que soit le statut, mais aujourd'hui c'est pas encore le cas, et quand vous êtes en entreprise individuelle, vous pouvez choisir délibérément d'affecter une partie de protéger une partie de votre capital, de votre patrimoine personnel en souscrivant une déclaration pour limiter la responsabilité, donc passer en EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Mais sinon, dans les autres cas, comme je vous le disais, il y a fusion complète entre la personne morale et vous-même. Donc votre canapé, c'est le canapé de l'entreprise, l'ordinateur de l'entreprise, c'est votre ordinateur, il n'y a pas de distinction. Alors que toutes les formes sociétales, le portage salarial aussi, pardon, mais les EURL, les SARL, là, vont vraiment être d'emblée, vous allez créer un capital social et l'entreprise ne sera responsable qu'à hauteur de son capital. Et la responsabilité du dirigeant ne pourra être mise en cause si votre entreprise fait des dettes que vous n'êtes plus en mesure de payer, par exemple. Il n'y a que le capital que vous avez mis qui sera mobilisé, et pour le reste, ça passera en liquidation judiciaire, en clôture pour insuffisance d'actifs, ou les assurances en cas de crédit prendront le relais. Votre responsabilité de dirigeant sera circonscrite à votre participation au capital, sauf si vous avez fait des fautes de gestion, c'est-à-dire que si vous avez utilisé le crédit d'investissement pour acheter une voiture manifestement luxueuse, vous pourrez être reconnu coupable de faute de gestion, et à ce moment-là, vous serez responsable personnellement des dettes que vous avez contractées par le biais de votre société parce que vous n'avez pas géré la société normalement. Et deuxième exception, si lorsque vous faites des crédits en tant que dirigeant de société pour la société, mais que la banque ou l'établissement de crédit vous demande une caution personnelle, ça veut dire que la banque prête à votre entreprise, mais en vous demandant de vous tenir personnellement garant. Et donc, si jamais il y avait une défaillance de l'entreprise pour rembourser ses dettes, vous êtes porté caution personnelle, et à ce moment-là, bien que vous ayez fait une distinction, une société juridiquement distincte de votre personne physique, vous serez quand même tenu personnellement responsable. Donc, le statut juridique a un impact sur la distinction entre votre responsabilité personnelle et professionnelle et sur votre patrimoine personnel et professionnel, mais attention, ça ne suffit pas toujours, et donc il faut se méfier. Et si c'est un des points importants, il faudra vraiment vous faire accompagner au moment de la rédaction des statuts et au moment de vos premiers choix d'endettement. En conclusion de cette première partie d'introduction sur la définition du statut juridique, donc vous voyez qu'ils sont assez nombreux, mais malgré tout, ça reste une liste limitative. Mais avec de nombreux impacts, et donc autant d'impacts, autant de critères de choix. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des impacts sur la protection sociale, sur la protection du patrimoine, sur le régime fiscal, le régime social. Donc, à vous de voir quel est le critère le plus important. Donc, si je vous dis mon avis, bien sûr, je vais vous dire le meilleur statut juridique, c'est le portage salarial. Cliquez ici et rejoignez-nous. Mais en fait, je ne le dis pas vraiment, puisque d'abord, le portage salarial n'est pas non plus ouvert à toutes les activités, à toutes les configurations. Et puis surtout, chacun d'entre vous va hiérarchiser ces critères si vous êtes plus ou moins sensible, si vous avez des enjeux plus ou moins forts sur la protection de votre famille, sur votre protection sociale ou sur les coûts des cotisations, et pour avoir une rémunération immédiate plus élevée. Donc on va revenir sur tous ces critères, mais vraiment, je pense que souvent les conseils qu'on peut lire sont très orientés sur le coût des statuts, mais je pense que ça n'est qu'un critère parmi d'autres. Je continue. Si personne n'a de questions pour cette première partie de présentation des différents statuts et des différents impacts.
Est-ce que c'est clair pour vous? Je continue. Merci, merci. Bon, au moins 2, 3, allez. Donc, très bien, merci pour vos retours. Donc, c'est d'abord vous qui allez devoir définir quelles sont vos priorités et vos enjeux. Alors, je n'ai pas cité, c'est pas moi qui ai écrit cette magnifique phrase qui m'éclaire souvent. Il n'existe pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est une phrase de Sénèque et bien sûr, il faut déjà que vous sachiez quels enjeux, quel objectif vous donnez à votre activité professionnelle pour choisir le meilleur statut, celui qui va vous permettre d'aller et d'arriver à votre objectif. Quelques exemples de questions pour vous permettre de définir votre objectif et qui seront déterminants après pour choisir le statut qui est le mieux adapté à ces objectifs. Mon conseil, c'est souvent de dire, bon, vous vous lancez dans une activité, pour vous, quelle devra être cette activité, comment devra être cette activité dans 3 à 5 ans. Bien sûr, il va y avoir la période de démarrage, la période de développement, de décollage, mais le but, c'est pas de choisir un statut qui, dans 6 mois, ne vous conviendra plus, ou dans 1 an ne vous conviendra plus, qu'il faudra que vous refassiez toute cette réflexion de choix du statut et choix des interlocuteurs, etc. Donc, autant se projeter vers la situation que vous souhaitez obtenir ou à laquelle vous souhaitez arriver dans 3 à 5 ans. Première question, est-ce que vous serez toujours là? Alors, ça peut paraître un petit peu provoque, mais parfois on se lance dans l'indépendance en phase transitoire entre 2 emplois salariés. Et donc, dans ces cas-là, on sait que l'objectif, finalement, c'est juste d'avoir une activité transitoire, provisoire, entre 2 emplois, le temps de se former, et qu'on n'a pas l'intention d'en faire une activité qui va vous mener jusqu'à la retraite. Dans ces cas-là, ça va avoir un impact sur le statut, puisque vous n'aurez pas les mêmes attentes en termes de protection sociale, de limite de chiffre d'affaires, etc., que si vous avez décidé de faire une activité ponctuelle, occasionnelle et transitoire. La deuxième question qui me paraît importante, est-ce que dans les 3 à 5 prochaines années, quid de vos compétences en gestion? Vous avez vu qu'il y a une gestion juridique, fiscale, sociale, contractuelle. Est-ce que tout ça, vous souhaitez développer vos compétences dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez l'intention de toute façon de l'externaliser et de le confier à quelqu'un d'autre et que votre chiffre d'affaires finance un expert comptable, un avocat, une entreprise de portage salarial, quelqu'un qui va gérer pour vous ou à votre place tous ces éléments-là? Ou est-ce que vous allez peut-être vouloir aussi recruter quelqu'un qui fera ça? Ou est-ce que vous avez l'intention d'apprendre les bases de la TVA, des contrats de prestation et des déclarations sociales et fiscales? Est-ce que vous envisagez cette activité-là pour créer votre propre emploi ou pour créer de l'emploi? Donc, à savoir, est-ce que vous allez vouloir vous associer très rapidement? Est-ce que vous allez vouloir recruter très rapidement? Ou, au contraire, est-ce que vous avez juste l'intention de traiter en solo votre activité, de réaliser des prestations que vous facturez et qui vous rémunèrent? Comme je vous l'avais vu tout à l'heure, ça peut orienter votre choix entre plutôt une société, plutôt une entreprise individuelle, ou plutôt de l'auto-entrepreneur ou du portage salarial. La rémunération que vous souhaitez obtenir une fois que vous serez en rythme de croisière, est-ce que ça va rester une rémunération accessoire? Est-ce que c'est une activité que vous allez faire en complément? Ou est-ce que cette activité va être votre activité principale? Ça va déterminer quels vont être vos effectifs de chiffre d'affaires et ça va pouvoir vous permettre de vous positionner par rapport aux effets de seuil de certains statuts. La coopérative ou la couveuse avec le CAPE, il n'y a pas de limite en chiffre d'affaires à ma connaissance, mais par contre il y a des limites en temps. Donc au bout de 3 ans, il faut choisir on arrive comme l'une d'entre vous en sortie de couveuse. Et puis l'auto-entreprise, à partir de 60 000 € à La Réunion, c'est pas le cas en métropole, mais on a jusqu'à 60 000 € de franchise de TVA. Au-delà, il va falloir commencer à faire des déclarations de TVA. 45 000 €, ça peut être un effet de seuil qui va augmenter les cotisations pour des statuts type EURL, j'y reviens tout à l'heure. On a des effets de seuil sur des exonérations de cotisations ou des exonérations de TVA. Donc,
Le fait de savoir quelle est votre rémunération que vous souhaitez obtenir au final va permettre de définir vos objectifs de chiffre d'affaires et donc d'éliminer peut-être certains statuts à cause de ce chiffre d'affaires cible. Et de savoir si, dans votre activité, est-ce qu'elle génère des frais professionnels, que ce soit les frais liés à la réalisation de vos missions, ou les frais liés au développement de votre activité, faire un site internet, faire des publications sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc votre rémunération cible, dans 3 à 5 ans, elle va devoir être prise en compte pour vérifier que le statut que vous choisissez va vous permettre de gérer ce niveau de chiffre d'affaires cible. La protection sociale, quelle est votre appétence individuelle sur votre niveau de protection sociale? J'y reviens en détail tout à l'heure, donc je passe un petit peu vite pour l'instant, mais savoir si pour vous, la protection sociale, c'est important et que vous souhaitez qu'elle soit basée sur la protection sociale publique ou au contraire, vous souhaitez en payer le moins possible sur les dispositifs publics et obligatoires pour pouvoir vous constituer une protection sociale à titre individuel et auprès d'opérateurs privés, eh bien ça va être aussi un critère de choix pour vous qui va vous orienter vers tel ou tel statut. Et puis les patrimoines personnels, j'y reviens pas puisque je l'ai déjà évoqué tout à l'heure sur l'exemple des dettes. Mais le fait de savoir si vous avez besoin de contracter des dettes professionnelles pour développer votre activité, va vous permettre aussi de mieux orienter votre choix de statut. Donc, aurez-vous besoin, alors là, je me répète un petit peu, un petit zoom sur les frais de mission, donc, sur les frais, puisque ça fait partie des critères. Tous les statuts ne permettent pas d'exonérer vos dépenses professionnelles des charges sociales. Donc, il est très important d'abord d'établir et de vous projeter sur quels seront vos frais, alors les frais de mission, mais aussi les autres charges fixes dont vous aurez besoin pour produire vos services, pour maintenir vos compétences, donc que ce soit des abonnements à des revues spécialisées, que ce soit un budget de web marketing, que ce soit la création de votre logo, ne pas sous-estimer qu'un ordinateur, même si aujourd'hui vous l'avez, il va devoir falloir le remplacer, etc. Et puis les logiciels éventuellement de gestion ou propres à votre métier dont vous pouvez avoir besoin. Donc ça, c'est très important aussi de définir, de vous projeter quelles vont être vos charges fixes, indépendamment, et aussi vos frais de mission, pour mesurer si c'est important, puisque certains statuts ne permettent pas de déduire ces frais, mais on aurait des déductions forfaitaires, et d'autres, au contraire, permettent d'écarter les frais de la base de calcul des impôts et des cotisations. Donc il faut bien mesurer si vous êtes si c'est important pour vous ou pas. Et alors, à la Réunion, votre segment clientèle, le choix du statut, normalement, ne dépend pas tellement de vos clients. En métropole, il y a eu quand même beaucoup de mauvaise presse pour le statut d'auto-entrepreneur qui a tendance à inquiéter le client parce qu'on sait que si vous êtes auto-entrepreneur, c'est un petit peu précaire et puis sans doute vous n'avez pas d'assurance RC Pro, etc. Honnêtement, ici à La Réunion, moi, dans l'expérience que j'ai avec tous les clients, plus de 900 clients pour les plus de 30 portées que nous avons actuellement, 20 portées que nous avons actuellement et 200 depuis l'origine, on a rarement, il y a vraiment que les grands comptes qui ont une politique de référencement stricte et qui sont souvent basés en métropole où c'est vraiment les plus grosses entreprises de La Réunion, et les acheteurs publics qui demandent bien sûr des attestations de vigilance et des assurances RC Pro et des certifications. Mais sinon, je dois reconnaître que la plupart des chefs d'entreprise réunionnais ne sont pas particulièrement vigilants sur le statut juridique et ne sont pas particulièrement rassurés, ne vont pas chercher à savoir si vous avez mis un capital important ou si vous avez mis 2 € de capital ou si vous êtes auto-entrepreneur. Donc à La Réunion, c'est pas vraiment votre segment de clientèle dans votre business model n'a pas beaucoup d'impact sur le choix du statut, si ce n'est si votre segment, ce sont des grands comptes ou des acheteurs publics.
je me trompe de clic. Donc voilà, un premier point important, c'est de dire, voilà, vous positionnez-vous sur qu'est-ce qui est important pour vous dans la liste que je viens de vous dérouler. Est-ce que c'est plutôt la protection sociale? Enfin, tout peut être important, bien sûr, mais sur quel point il est vraiment important pour vous de ne pas reculer, d'être sûr que votre futur statut va correspondre à vos perspectives de développement. Je continue, si tout va bien pour vous. Donc je vais zoomer un petit peu sur trois points de comparaison qui me paraissent importants et que je vais commencer à évoquer. La gestion juridique, contractuelle, etc., la protection sociale et les cotisations. Je pense que c'est vraiment les points où je vais essayer de vous situer un petit peu les différents statuts sur ces différents points-là. Encore une fois, je ne suis pas expert comptable, on n'a pas 4 heures devant nous, donc ça va pas être très technique et très détaillé. Mais c'est mon point de vue, je l'assume, il est quand même étayé par pas mal d'expériences, et c'est surtout pour vous donner des points d'alerte. Après, vous avez la matinée du créateur à la chambre de commerce, vous avez les experts comptables qui peuvent vous aider à aller plus loin dans les simulations, et le site de BPI France aussi qui peut être très intéressant. Je vous donnerai toutes ces ressources par la suite. Donc, pour la gestion, alors là, c'est vraiment j'ai intitulé la nouvelle planète, parce que quand on est expert dans son domaine et qu'on a été salarié ou même consultant dans un cabinet de consultants, ben, on n'est pas chef d'entreprise, et chef d'entreprise, c'est vraiment l'homme orchestre. Et donc, il faut bien voir, bien appréhender quelle va être la charge. C'est-à-dire que si vous êtes informaticien indépendant ou consultant RH indépendant, ben vous n'allez pas faire que de l'informatique ou que du conseil RH. Vous allez faire beaucoup d'autres choses dans votre semaine. Alors, chaque statut va engendrer une gestion juridique qui lui est propre. Par exemple, en SASU, les statuts juridiques eux-mêmes à rédiger sont les plus compliqués. Ils sont les plus libres, mais du coup les plus compliqués. Donc, il va falloir se faire aider, et puis avec des assemblées obligatoires, assemblée générale, ordinaire, extraordinaire, approbation des comptes, etc. Donc le fait de choisir la SASU, je dirais que c'est la pire. Ensuite, le URL juste en dessous. Auto-entreprise, entreprise individuelle, il n'y a plus rien. Et portage salarial ou coopérative d'activité, plus rien non plus. Donc pas de gestion juridique. Donc là, si vous avez, ça va vous permettre d'avoir, là je vous ai cité les deux qui sont les plus light en termes de gestion juridique, puisque là, il n'y en a carrément pas du tout. Tout le reste, ça va être plus ou moins lourd. Je vais un micro. Je ne sais pas qui nous a peut-être rejoint récemment. Ah, ça doit être... Bonjour Bastien. Je coupe votre micro pour éviter les effets retour. Chaque statut va aussi apporter son lot de gestion comptable. Donc là, la tenue d'une comptabilité, éventuellement déclarer sa TVA, établir des comptes annuels, faire une déclaration pour ensuite, après, aller sur le point suivant qui est la gestion fiscale. Donc là aussi, en portage salarial, vous n'avez rien à faire. En auto-entreprise, si vous êtes profession libérale non réglementée et en dessous de 60 000 €, c'est aussi très très simple, parce qu'il y a juste un journal des recettes et des dépenses et une déclaration mensuelle ou trimestrielle de son chiffre d'affaires. On reste quand même dans le très très light au niveau comptable. Et tous les autres, je pense qu'il serait déraisonnable de ne pas passer par un expert comptable, ou de ne pas recruter un comptable, ou de ne pas être associé avec un comptable. La gestion sociale et fiscale, donc là on parle de déclaration sociale pour le calcul des cotisations, le calcul des dites cotisations, et puis la gestion fiscale. On a vu la TVA, la contribution foncière des entreprises, et l'impôt sur les revenus ou l'impôt sur les sociétés, et l'imposition sur les dividendes. Donc là, pareil, en termes de simplicité et de sécurité, c'est toujours en portage salarial. On a transféré complètement la responsabilité juridique de votre activité et en couveuse aussi. Donc là, on est sur le plus light. En auto-entrepreneur, ça reste aussi les mêmes obligations que le CSTD, c'est-à-dire déclarer son chiffre d'affaires une fois par mois ou par trimestre.
tant que vous êtes en dessous de 60 000 euros et donc non soumis à la TVA à La Réunion, puisque sinon ailleurs c'est 34 000. Et si vous êtes profession libérale, donc ça ne s'applique pas en cas de. Les seuils ne sont pas les mêmes pour les activités de prestation de services et artisanales et commerciales. Pardon. La gestion contractuelle et administrative. Oui, quelqu'un veut s'exprimer? Allô, allô? Non, fausse alerte. Quel que soit votre statut, forcément, ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez des clients. Donc, vous allez devoir émettre des devis ou des conventions ou des contrats de prestation et émettre des factures. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas qui a son micro activé. Je vais... Ah, ça doit être Bastien. Je recoupe votre micro parce que je ne vous entends pas. En fait, on entend juste le bruit. Mais vous pouvez utiliser le chat si vous avez des questions. Gestion contractuelle et administrative. Donc là, normalement, dans tous les statuts, là, vous êtes seul vis-à-vis de vos clients. Et puis, pour rédiger vos modèles de contrat, alors vous pouvez trouver sur Internet des ressources pour avoir des modèles de devis, des modèles de contrat. Vous inquiétez de savoir si toutes les mentions obligatoires y sont, comment établir une facture, quelles sont là aussi les mentions obligatoires. Donc, vous pouvez bien sûr trouver des modèles et des soutiens sur Internet ou avec des interlocuteurs. Mais hormis l'entreprise de portage salarial qui récupère les infos, mais qui va générer les contrats et qui va vous accompagner, va vous demander, vous conseiller sur les clauses particulières, par exemple en propriété intellectuelle ou en cas de résiliation anticipée. Hormis le portage salarial, c'est quand même une activité qu'il va falloir faire par vous-même, à moins de vous adjoindre des compétences en recrutant ou en externalisant, puisqu'il existe des services de gestion externalisés qui le font des secrétariats ou de la gestion administrative indépendants, mais qu'il faudra bien sûr financer. Donc, comme je l'ai mis dans le titre de cette diapo, tout ça, vous pouvez soit décider de développer vos compétences et d'y consacrer du temps, soit vous pouvez décider de l'externaliser, de le confier à des tiers, et donc vous ne perdrez pas de temps, mais ça prélèvera un petit peu de sous sur votre chiffre d'affaires. Et les assurances professionnelles, en particulier la RC Pro, qui n'est pas obligatoire en termes de prestation de services libérales, mais qui peut être apprécié des clients et puis qui peut surtout vous protéger en fonction de votre besoin de protection au cas où vous fassiez une faute professionnelle, qu'elle soit volontaire ou pas, d'être couvert pour les préjudices que vous allez devoir rembourser à votre client par une RC Pro. Alors, en portage salarial, c'est inclus dedans, puisque c'est obligatoire pour une entreprise de portage salarial de couvrir par une RC Pro tous les contrats de prestation qu'elle porte. Je suppose qu'en couveuse et coopérative, c'est le cas aussi. Pour tous les autres, il faudra trouver votre assureur et puis le souscrire. Mais encore une fois, ça n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si c'est une protection qui vous importe ou pas. Là, le statut, du coup, n'aura pas beaucoup, si vous êtes prêt soit si vous êtes prêt à vous en passer, ou si vous êtes prêt à le régler par vous-même, le statut n'aura pas beaucoup d'importance. Par contre, ça vous prendra un petit peu de temps de faire la tournée des assureurs, surtout qu'à La Réunion, ça m'est arrivé au début, il est parfois difficile de trouver des assureurs. Les assureurs nationaux parfois refusent d'assurer les prestations. Les entreprises réunionnaises, c'est pour tous les domaines, on subit encore parfois une discrimination vis-à-vis de professionnels qui sont nationaux et qui ne sont pas établis à La Réunion. Donc voilà, sur le volet gestion, votre appétence et votre sensibilité à être au carré et à vous sentir serein par rapport à tous ces éléments est important à évaluer pour pouvoir choisir quel va être le statut qui va emporter, qui va vous alléger au maximum cette gestion ou qui va avoir le plus de services intégrés pour que vous puissiez vous en détacher ou vous sentir à l'aise sur ce sujet et vous sentir serein surtout. Ok pour la gestion? Je continue. Pour la comparaison en termes de protection sociale. Alors,
protection sociale, hein, c'est le principe de la sécurité sociale, c'est de prévoir les risques liés à la vie, et donc tout ce qui peut faire en sorte qu'on ne trouve plus, on n'a plus les moyens de subvenir à ses besoins par son seul travail. C'est ça l'idée de base de la sécurité sociale. Alors, dans la protection sociale, on inclut en tout premier lieu les dépenses de santé, hein, quand on est malade, les soins, les médicaments. Donc, bien sûr, il y a un régime universel qui est le régime de la sécurité sociale avec la carte vitale. Là, quel que soit votre régime, vous serez remboursé pareil, vous aurez la même carte vitale, quel que soit votre statut, ça n'a aucun impact. Les dépenses de santé sont aussi de plus en plus couvertes par les mutuelles. Là, par contre, bien sûr, quel que soit le statut, il vous faudra souscrire une mutuelle. Si vous êtes en portage salarial, vous allez avoir le choix de garder votre propre mutuelle ou de venir dans le contrat collectif, le contrat d'entreprise, puisque en portage salarial, vous êtes salarié de l'entreprise de portage, donc on a la mutuelle d'entreprise qui est incluse dedans, sauf si vous souhaitez faire jouer vos cas de dispense. Mais sinon, les autres statuts seront tous à égalité, puisque vous allez devoir souscrire à titre individuel ou au titre de votre entreprise. Mais si vous êtes seul, ça reviendra aussi pour les assureurs à vous proposer un contrat qui sera sur les bases de cotisation individuelles, et donc qui sont souvent moins avantageux que les contrats de groupe. Les indemnités journalières, la santé, c'est aussi en cas d'arrêt, maladie, parentalité. Alors, aujourd'hui, le régime de l'auto-entrepreneur, profession libérale, était le moins couvrant, mais on va vers un alignement progressif des régimes. Il y a des décrets qui sont passés encore cette année, donc progressivement, donc là, dans les mois et années qui viennent, il y aura plus tellement de différence et vous toucherez la même chose que vous soyez, quel que soit votre statut. Donc aujourd'hui, il reste encore des différences, mais elles vont très vite disparaître, donc je ne m'appesantis pas dessus. La sécurité sociale, la protection sociale, c'est aussi ce qu'on appelle la prévoyance, c'est-à-dire que se passe-t-il si ma maladie ne se guérit pas et qu'elle m'empêche de travailler définitivement, ou que se passe-t-il pour mes héritiers en cas de décès. Donc la validité et le décès, elle est obligatoire quand on est en contrat de travail en portage salarial. Dans tous les autres cas, vous allez pouvoir, comme pour la mutuelle, y souscrire si vous estimez avoir besoin et envie d'être couvert pour ces risques-là. C'est pareil que pour la mutuelle, je ne vais pas plus loin. Le chômage, ça c'est quand même un point assez important. Donc si vous êtes en entreprise individuelle, EURL ou SASU, vous pouvez bénéficier, ça existe depuis le novembre 2019, en cas de perte d'activité, d'une allocation pour les travailleurs indépendants, qui est à hauteur de 800 € par mois pendant 6 mois, avec quand même beaucoup de conditions pour y avoir droit, à savoir, est-ce que vous êtes exercé depuis plus de 2 ans, est-ce que vous avez exercé cette activité professionnelle dans cette entreprise à titre exclusif, c'est-à-dire vous n'aviez pas d'autres entreprises ou d'autres activités professionnelles, et pour l'instant, il faut aller jusqu'à la liquidation judiciaire pour pouvoir déclencher ses droits à cette allocation. Cette dernière condition va sans doute évoluer aussi dans les prochains mois pour s'assouplir un petit peu, pour tenir compte des effets du Covid qui a conduit beaucoup d'entreprises à fermer, et avec pour l'instant très peu de personnes depuis 2019 qui ont pu vraiment bénéficier, donc les conditions s'assouplissent un peu. Ça, c'est les formes sociétales ou la forme d'entreprise individuelle qui vous permettent de vous dire que vous pourriez être couvert par l'assurance chômage, mais pas du tout dans le même cadre que les salariés. Encore une fois, le principe du portage salarial étant de vous proposer un contrat de travail. Tous les revenus que vous aurez touchés en portage salarial auront été soumis aux cotisations chômage comme un salarié classique, et donc vous aurez les mêmes droits que si vous avez qu'un salarié, donc à cotisation égale, vous aurez les mêmes prestations. Et là, les conditions d'ancienneté ne sont pas de 2 ans, mais d'avoir cotisé suffisamment au cours des 6 derniers mois ou des 2 dernières années, selon si vous avez eu une activité régulière ou irrégulière.
La retraite, le statut, alors vraiment, là où je vous apporte une alerte, si vous avez une problématique de retraite, c'est-à-dire qu'il faut que vous cotisiez, que vous ayez des trimestres et que vous ayez des années avec des bons revenus pour constituer votre retraite, là vraiment, il y a une alerte sur le statut d'auto-entrepreneur. Vous avez un lien là dans ce slide qui est un article qu'on avait écrit sur les risques pour l'auto-entrepreneur. Vraiment, en termes de retraite, le régime d'auto-entrepreneur est très dangereux. Là, je le dis clairement. Pour le reste, en tant qu'entreprise individuelle ou EURL ou SASU, le régime de base est aligné. Donc, vous aurez les mêmes cotisations qu'un salarié et les mêmes prestations qu'un salarié. Par contre, en tant que profession libérale, vous n'êtes pas obligé, c'est une option pour cotiser au régime complémentaire. Donc là, vous avez un peu plus de liberté pour mesurer si vous souhaitez vous constituer une retraite publique ou si vous préférez ne pas cotiser au régime public et à utiliser ces sommes non versées pour vous faire de la rémunération immédiate ou pour les placer sur un autre support d'épargne ou de prévoyance. À vérifier en cas de CAPE, contrat d'appui au projet d'entreprise, le statut juridique qui est utilisé par les couveuses et les coopératives. Il y a quelques années, j'avais utilisé ce CAPE, et à l'époque, il n'y avait pas de cotisation à la retraite complémentaire sur ce contrat-là. J'avoue que je n'ai pas actualisé, donc la personne parmi vous qui est en sortie de couveuse, je ne sais pas si elle a l'information, si elle a déjà touché des bulletins de salaire de sa couveuse, elle pourra regarder et me tenir au courant. Maintenant ou plus tard, ça me permettra d'améliorer mon diaporama. Alors, partout, alors en portage salarial, bien sûr, vous cotisez à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, et si vous optez pour le statut cadre, ça vous ouvre aussi accès, en tout cas chez Réunion Portage, à notre contrat PERE, donc le plan d'épargne retraite entreprise, qui vous permet de cotiser à des conditions fiscales et sociales avantageuses pour commencer à vous constituer une retraite privée capitalistique sur un contrat d'entreprise, donc assez avantageux. La formation, alors tout le monde a un CPF, vous avez dû beaucoup en entendre parler, puisqu'il est très promu actuellement par les pouvoirs publics. Donc là, quel que soit votre statut, vous avez déjà des droits et vous allez, en fonction prorata de vos revenus et de vos cotisations, continuer à vous ouvrir des droits. Ça peu importe le statut juridique que vous aurez choisi. Si vous choisissez un statut auto-entreprise, entreprise individuelle, EURL, SASU, donc statut travailleur indépendant, là, vous allez payer une contribution à la formation d'à peu près 140 € par an et qui vous ouvre des droits pour le financement de vos formations auprès du FIFP, le Fonds interprofessionnel de formation des professions libérales, pour les activités libérales, qui sont le cœur de mon propos aujourd'hui. Pour les artisans et les commerçants, c'est un autre organisme. Le FIFPL prend en charge environ 1 500 € de formation par an, à condition que les coûts ne dépassent pas 300 € par jour de formation. Donc c'est déjà ça, mais c'est un peu limité. Ça peut être limitant quand vous avez des formations un petit peu plus importantes à vous financer. Pour le portage salarial, vous cotisez un petit peu plus qu'un salarié classique, puisqu'on est à 1,6, et ça vous ouvre les droits au financement de vos formations à travers les OPCO. Donc, votre entreprise de portage salarial fait la demande de financement. Elle peut avoir un budget limité qui peut l'amener à hiérarchiser, mais on a après d'autres enveloppes, le FNE ou les fonds conventionnels de la branche portage salarial, qui fait qu'en tout cas, moi, en 10 ans de portage salarial, il n'y a eu qu'une année où j'ai dû filtrer sur la fin de l'année parce que j'avais plus assez de budget pour financer toutes les demandes de formation de nos consultants. Et pour le CAPE, en réalité, je ne sais pas si on a accès aux OPCO ou pas. Concernant le logement, la famille, le crédit bancaire, là, logement et famille, allocation logement, allocation familiale, c'est pour tout le monde pareil, comme pour la carte vitale, votre statut n'a pas d'impact. Le crédit bancaire, normalement, ça dépend du banquier, pas de votre statut. À titre perso, je veux dire, par exemple, un crédit immobilier, mais bien sûr,
le fait d'avoir un bulletin de salaire à produire ou 3 bulletins de salaire a souvent aidé nos consultants à obtenir des crédits bancaires. Mais en soi, juridiquement et réglementairement, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais on sait que les banquiers peuvent préférer que vous fournissiez 3 bulletins de salaire plutôt que 2 activités ou que 2 années de déclaration. Et les auto-entrepreneurs, là, pour le coup, sont pas très bien vus en général pour emprunter, mais ça reste quand même des généralités. Il faut voir au cas par cas. Et je vois que l'heure a tourné. Il me reste... Alors, du coup, je vais passer un petit peu sur cette slide de conclusion qui était de dire, quand on veut comparer les cotisations, il faut se souvenir qu'on ne compare pas la même protection et on ne compare pas les mêmes services de gestion. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ces 2 points-là, protection sociale et gestion juridique, avant d'aborder les cotisations. Je passe sur mes exemples puisque j'ai perdu un petit peu de temps en trop. Pour les cotisations, donc il y a des simulateurs qui sont très bien faits, que vous retrouverez là. Alors, le site monentreprise.fr, c'est un service du réseau des URSSAF qui est très bien fait, mais qui ne tient pas compte des exonérations propres aux DOM. Donc, je vous invite quand même à l'utiliser pour mesurer la partie protection sociale, puisque sur ce statut, quand vous mettez, alors si je gagne 40 000 € en auto-entreprise ou si je gagne 40 000 € en EURL, vous allez avoir le détail des cotisations, à quoi et quel droit en protection sociale elle vous ouvre. Par contre, l'aspect cotisation qui est bien présenté aussi, mais ne tient pas compte pour l'instant des exonérations DOM. Donc, il faudra aller voir en détail les taux et les barèmes spécifiques des DOM sur le site de l'ursaf.fr, le site principal. Donc là, c'est vraiment mon conseil d'aller faire des simulations, puisque là, je vous donne quelques chiffres, mais moi, je vais le faire très vite. Ça vous donne juste un degré de pression sociale d'un statut par rapport à un autre, mais comme c'est pas sur les mêmes bases de calcul et que c'est pas les mêmes taux, que les taux changent d'une année à l'autre, c'est un peu, il vaut mieux aller faire prendre un exemple concret et aller simuler sur les différents statuts. En gros, donc l'auto-entreprise, bien sûr, c'est le statut qui a le moins de pression sociale, hein, puisque alors là par contre dans ma slide il y a les exonérations propres DOM qui sont intégrées dans les taux qui sont présentés. Donc pendant les 2 premières années en auto-entrepreneur à La Réunion, c'est 3,7% les cotisations sur votre chiffre d'affaires. Et après, vous passez à 14,7, sachant qu'après, sur ces taux-là, il faut ajouter 2,2 si vous souhaitez être au prélèvement libératoire pour le fiscal. Sinon, votre revenu sera intégré dans vos impôts sur le revenu. Si vous n'êtes pas imposable, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu. Mais juste sur les cotisations sociales, de 3,7 à 14,7 entre la première année et la 4e année, alors qu'en métropole, ils sont plutôt à entre 20 et 22 en 4e année. Par contre, c'est sur votre chiffre d'affaires. Si vous avez fait 1 000 € de chiffre d'affaires et que vous avez dépensé 800 € de frais, vous allez cotiser à 14,7% sur les 1000, pas sur les 200. Donc, quel que soit, il n'y a pas de... C'est sur le chiffre d'affaires sans tenir compte de vos frais. Et, comme je vous le disais, attention, il y a un risque en auto-entreprise sur les droits à retraite. Vous cotisez très très peu à la retraite. Pour les entreprises individuelles, les EURL, en première année, 2e année, avec le jeu des exonérations, vous êtes à 7%. Donc, vous voyez, mais à 7% sur le bénéfice. Donc, vous voyez que ça se compare, parce qu'auto-entrepreneur, c'est 3,7%, mais sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est pas dit que auto-entrepreneur soit vraiment plus intéressant. Ça, c'est pour les 2 premières années. Et après, en 3e année, on est à 17,73%. Et à partir de la 4e année, on est à 27% à La Réunion, jusqu'à 45 000 € de bénéfices. Et sans perte de droit, contrairement au chiffre d'affaires, aux cotisations auto-entrepreneurs, qui pour moi portent un risque sur les droits à la retraite, alors que l'exonération LODEOM sur les entreprises, elle est entièrement compensée par l'État. C'est-à-dire que la différence que vous ne payez pas entre 27% et 46% de cotisation, c'est l'État qui la paye à votre place. Donc c'est compensé, donc vos droits sont calculés comme si vous aviez payé 46%. Là, je vous ai mis les taux jusqu'à 45 000 € de bénéfices. Après, les grilles changent, mais je pense que c'était pas pertinent d'alourdir ma présentation avec ça.
Pour le portage salarial, il existe aussi une exonération, mais elle est réservée aux 11 premiers salariés et qui touchent une rémunération brute inférieure à 1,6 fois le SMIC. Donc, on a très peu de portés qui sont éligibles à cette exonération, qui leur permettrait de cotiser que 33%, alors que donc la plupart des portés sont à 45%. Donc, vous voyez que c'est un des statuts les plus chers. Attention, on paye 45% de cotisation que sur la partie de votre chiffre d'affaires qui est passée en salaire. C'est-à-dire que la commission de portage, les frais et vos frais professionnels ne sont pas soumis à ces 45%. Et si vous gardez en réserve dans votre entreprise de portage une partie de votre chiffre d'affaires que vous gardez pour plus tard, cette somme qui est gardée pour plus tard, elle sera soumise à cotisation le jour où vous la prendrez en salaire. Alors qu'en le statut d'au-dessus, entreprise individuelle ou EURL, même si vous ne prenez pas le bénéfice, même si vous laissez les sous sur le compte de votre entreprise et que vous ne les prenez pas à titre personnel, que vous les laissez pour faire de la trésorerie sur votre entreprise, vous serez quand même imposé sur le bénéfice et vous cotiserez aussi sur le bénéfice. Et en SASU, alors là, c'est vraiment le statut le plus cher en cotisation sociale. C'est aussi uniquement sur les sommes passées en salaire et non pas sur les sommes sur le bénéfice. Donc, ça veut dire que là, que si vous ne prenez pas votre rémunération, que vous laissez l'argent sur le compte de votre entreprise, ces sommes-là ne seront pas soumises à cotisation, sauf si vous utilisez cet argent plus tard pour vous payer, mais tant que vous les laissez au bénéfice de l'entreprise, vous ne payez pas de cotisation. Donc la SASU, c'est le statut, à mon avis, le plus cher, le plus lourd juridiquement, donc il est aussi cher en gestion, hein, si on reprend la première slide, mais il peut vous permettre Il est plus facile pour continuer à bénéficier de ces allocations chômage antérieures. C'est pas le seul, avec le portage salarial, bien sûr, qui permet ça aussi. Pour les autres entreprises, c'est possible, mais c'est un petit peu plus technique. Et sinon, il est apprécié des experts comptables parce qu'ils vont vous facturer assez cher la gestion juridique des statuts, des assemblées et des bulletins de salaire que vous allez devoir vous faire quand vous voudrez prélever dessus. Donc, bon, moi, j'adore pas la SASU, bien que je sois en SAS sur une autre entreprise, mais là, c'est vraiment pour le fait qu'on a besoin de s'associer et de lever des fonds. Et pour ça, la SAS est plus intéressante. Mais en unipersonnel, je pense que la SASU est vraiment à bien réfléchir avant de se lancer, par rapport à ce taux de cotisation qui est quand même très élevé. Alors, j'ai mis des slides que j'avais pas l'intention de commenter aujourd'hui, donc ensuite, vous verrez là, slide 25 à 28, vous avez quelques détails sur le portage salarial, mais c'était pas le sujet, je vous les ai juste mises pour que vous puissiez les consulter par chez vous. J'ai débordé un petit peu, je vois que tout le monde est resté, donc je vous remercie. Merci pour votre attention. Je tiens un stand sur le salon Nexi au Moka de demain pendant 3 jours, donc n'hésitez pas si c'est un salon dédié au digital et à l'international qui peut vous intéresser, je vous invite à prendre un café en présentiel sur le stand. Pour prendre un rendez-vous avec moi, pour échanger un petit peu plus précisément sur vos cas particuliers, dans tous les mails que vous avez reçus liés à ce webinaire, normalement, il y a toujours un bouton ou un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Sinon, sur le site internet, il y est aussi. Et puis, les numéros de téléphone sont aussi présents dans ce slide que je vais vous envoyer ensuite. Voilà, et je vous remercie pour votre attention et je vous serai gré de me faire parvenir, ou maintenant ou plus tard, vos observations. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce qu'il y a des points que vous me suggérez d'améliorer, ou des points que vous avez particulièrement qui vous ont surpris ou qui vous ont particulièrement intéressé? Ça m'intéresse puisque ce format-là est une première pour moi, donc j'ai dû faire des coupes franches, mais j'espère que ça correspondait quand même à vos attentes et je serais ravie de l'entendre ou de le lire de votre part. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Des observations? Des pouces en haut ou en bas, peut-être? Vous êtes timide ou la flemme de... Merci. Merci. Ah, voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas à me recontacter. Donc, normalement, j'ai vos adresses à tous. J'ai relevé. Donc, si vous ne voyez pas arriver le support PowerPoint, c'est que... n'hésitez pas à me recontacter. On n'est pas à l'abri d'un loupé. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention. Et bonne journée et bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.